azul يكون مثيم يدقي من ثمدي ولكن دواليم أساري إذن كاع ثمدي لا كنت نفقيثنا أليسيا كولونيلي أقلاغ سريد سياقير سيث غارغارث أوروبيان مازيغ يونيفرسيتي نعرفي غارغارث تزداويث مازيغ في الأوروب يشدن غار وسطا هذا لسان لا سي بي اف خاطر ثلاث غارغارث النظام داغن أوروبيان مازيغ إدوكيشن ناغ ثينا يشدن يوسلمذ انت ثلاين هكا ميدي بضل كاكي كوراكي نيفرير أميال ثيكلت يساكويد ذينا أطاس حلفان ذي حلفان ذاكن مازال نتنا غف يدلسنا مازال نتنا غف ثلايف مازال نتنا غضعني غف ثغرمنا يوكن وثنقرارا يوكن وتوصف ضارا داغن يبويت فلانا إوكن أمزروينا أثنسلمذ وثنفك أثنمل إوراونا إوراو براونا إكوي المزيان إمازيغن ثلايذنا أليسيا كولونيلي أليسيا أزول. Azul, Bonjour Alicia, on vous voit pas à la caméra, mais euh, je, je- maintenant, oui, ok, très bien. Vous êtes là. oui, je suis là. Merci. Bien. Euh, alors, نير دكاجير ذاكن ساقيكنا أنو كاجير إسراجن رد نمكثي تفسو ثاقير انتمانيين تفسو ثفركت ذوكن دنمل ذاغن أمزروي كاجي يشودنا كلي غار مزيغن غار يدلسنا غار تثليثنا. Je vais aussi parler en français parce que notre invitée, Alicia Colonelli, va donner aussi sa conférence en français intitulée L'Académie berbère 60 ans après. Comme je le disais tout à l'heure, le mois d'avril ça ravive très fortement la mémoire d'un peuple qui n'a jamais cessé de lutter. Le printemps berbère 80 et le printemps noir 2001 ne sont pas de simples dates. Elles incarnent le refus de l'effacement et la résistance face à l'injustice. Depuis pratiquement maintenant plus de 2 siècles, les Amazières continuent de résister euh, à leur effacement face à des forces puissantes. Dans la lutte contre le colonialisme, des femmes et des hommes se sont levés, euh, peu nombreux, certes, mais déterminés, et ils ont refusé la mort annoncée de leur identité et de leur culture. En 1966, c'est à Paris, ils fondent l'Académie berbère Egreu et Maziran. Pendant une décennie de répression, mais aussi, disons, de création, d'activités culturelles, de publications, de productions littéraires et scientifiques, l'Académie berbère a réveillé des consciences. Elle a redonné fierté à un peuple qu'on voulait invisibiliser et a semé des graines d'une renaissance identitaire et culturelle. Un an après sa dissolution forcée par les autorités françaises, la Kabylie se soulève. C'est le printemps berbère, le printemps 80. Ce soir, l'Académie berbère, 60 ans après, c'est le titre de la conférence de Alicia Colinelli qui est présente là avec nous. Elle sera au cœur de la présentation de Alicia qui nous parlera du contexte euh, de la création de l'Académie berbère, de ses actions, des écueils rencontrés, des conflits survenus et des raisons de sa dissolution. Mais surtout, elle nous parlera aussi de ses responsables, ces hommes et ces femmes déterminés, animés par une profonde conviction de lutter et résister pour leur culture. Avant de vous passer la parole à Alicia,
Je tiens à rappeler que vous êtes doctorante à l'université de Heidelberg. Votre thèse porte sur l'activisme culturel berbère dans le contexte migratoire en France entre les années 50 et les années 70. Vous vous intéressez à la manière dont les militants ont interagi avec le contexte politique souvent hostile afin de créer des espaces d'action et de promotion de l'identité et de la culture amazigh. Vous avez aussi entamé un projet de collaboration avec l'Université de Naples, l'Oriental, pour la création d'un podcast en italien consacré au monde amazigh dans l'espace méditerranéen intitulé Fréquences et ondes amazigh. Alicia, je vous passe la parole pour votre présentation, mais est-ce que moi, je vous vois pas, Alicia. Bon, Vous m'entendez? oui, je vous entends et Très normalement. bien. Avant juste de commencer, je tiens à rappeler à ceux qui nous regardent, à ceux qui vont suivre votre présentation, qu'ils peuvent interagir avec vous s'ils ont des questions. À la fin de la présentation, je les invite à les poser dans le chat et moi, je vais les relayer pour que vous puissiez répondre et échanger avec le public. Voilà, Mhm. Alicia, je vous passe la parole. D'accord. Merci beaucoup, Giga, pour la présentation et Azul. Et merci de m'avoir accueilli, de m'avoir donné l'opportunité aussi de partager avec vous une partie de mon travail consacré à l'Académie berbère. L'Académie berbère, c'est une association fondée, comme Gigi l'a rappelé, en 1966 à Paris par un groupe de Kabyles afin de réhabiliter la langue et de promouvoir la culture berbère alors menacée de disparition. Malgré les importantes difficultés économiques et organisationnelles de l'Académie, liées à la fois à la condition migratoire de ses membres et à des contextes politiques algériens et français peu favorable, l'Académie berbère a joué un rôle majeur en stimulant un nouvel intérêt pour les langues et la culture berbère, tout en contribuant à sensibiliser les locuteurs berbérophones à la richesse de leur patrimoine culturel. À l'occasion du 60e anniversaire de sa fondation, mon intervention aujourd'hui vise à revenir sur certains aspects de l'histoire de cette association afin de proposer une réflexion rétrospective sur les dynamiques du mouvement identitaire berbère à ses débuts. J'espère que vous voyez le slide. Euh, J'organiserai mon propos de la manière suivante. Je commencerai par un retour sur les contextes ayant précédé la naissance de l'association. Une attention sera accordée à la question berbère en Algérie avant les années 60, notamment telle qu'elle se manifeste dans les milieux littéraires, académiques et nationalistes, ainsi qu'au processus de stigmatisation politique de la berbérité et à son exclusion de la sphère officielle dans la période post-indépendance. Je présenterai ensuite deux projets de l'Académie berbère, l'Académie berbère d'échange et de recherche culturelle et Agraoui Maziren, et m'attardant davantage sur la dernière. Je n'évoquerai les principales activités ainsi que les raisons pour lesquelles elle a exercé une influence significative dans la promotion de l'identité berbère au-delà du contexte français. Enfin, j'aborderai les obstacles rencontrés par l'association et son processus progressif de politisation jusqu'à la dissolution. Alors, pour comprendre les contextes de la naissance de l'Académie berbère à la fin des années 60, il est nécessaire de remonter à la période coloniale. La politique coloniale française en Algérie a eu des effets profonds et ambivalents sur la société algérienne, particulièrement visibles dans la région de la Kabylie. Les effets de la colonisation ont favorisé une pénétration culturelle et un changement social accéléré, affectant de manière durable les tissus sociaux auxquels les populations locales ont dû répondre.
D'une part, la colonisation a contribué à long terme à l'unification des forces algériennes dans la lutte anticoloniale, favorisant l'émergence du mouvement nationaliste. Celui-ci s'est développé dans ses références idéologiques et stratégiques autour d'une matrice arabo-islamique, en lien avec les dynamiques plus larges de décolonisation du monde arabe musulman. La forte référence à l'identité arabo-islamique qui a également caractérisé l'Algérie dans la période postcoloniale peut être interprétée comme une réponse et miroir au discours colonial. Donc, elle reprend certains éléments en les inversant. À la représentation de l'Algérie, donc comme une mosaïque d'ethnies disparates, arabes, berbères, juifs, etc., les mouvements nationaux algériens opposent une conception unitaire et homogène de la nation, fondée sur les principes d'arabité et de l'islam réformiste. Il en résulte l'exclusion de toute référence linguistique, culturelle et religieuse qui s'en écarte. L'attachement au monde arabe et à l'identité arabo-islamique a constitué une constante dans les pays nord-africains indépendants en général, bien qu'avec des déclinations diverses. En Libye, il a pris une forme doctrinale sous le régime de Kadhafi. Au Maroc, la figure sacrée du roi, qui est aussi Amir al-Mu'minin, incarne l'islam dans sa dimension politique et agit comme un facteur de cohésion au sein d'une société hétérogène. En Algérie, en l'absence d'une figure dotée d'une légitimité comparable, la définition de l'identité nationale au lendemain de l'indépendance s'est fondée sur trois piliers: l'unité de la nation, l'appartenance à la culture arabo-islamique et l'adhésion au socialisme. Ces renforcements et cette définition exclusive de l'identité nationale s'accompagnent d'un vaste processus de légitimation, passant par les textes juridiques, les discours officiels et la construction d'une histoire nationale après l'indépendance. Dans ces récits, les populations berbères sont principalement reconnues comme des ancêtres, une réalité reléguée au passé qui, avec l'avènement de l'islam, serait progressivement et volontairement arabisée et islamisée, ne laissant dans les présents que des traces réduites à des éléments folkloriques. Parallèlement, les discours étatiques mettent en œuvre aussi un processus de délégitimation, à travers lequel toute forme de dissidence vis-à-vis de l'unité nationale ou de la référence arabo-islamique est interprétée comme une menace pour l'intégrité de l'État. L'unité nationale apparaît ainsi comme un principe fondateur et intangible, à préserver car étroitement lié à l'honneur même de la lutte anticoloniale. Dans cette perspective, toute expression de pluralité ou de diversité est perçue comme illégitime, allant jusqu'à justifier les recours à la coercition étatique. C'est dans ces contextes que les revendications berbères ne sont pas reconnues comme légitimes, mais attribuées à des manipulations extérieures ou à des intérêts déviants et réprimés, comme on le verra aussi dans le cas de l'Académie berbère. Une autre dimension à prendre en compte comme effet indirect et en partie inattendu de la colonisation concerne plus spécifiquement la région de la Kabylie et son rapport à l'identité berbère. Cette région a en effet été soumise à ce qu'Alain Mahé appelle des mesures d'exception qui, à long terme, ont accentué les différences et les ambivalences internes, produisant des effets durables. En particulier, l'action de l'ethnologie coloniale et la diffusion de l'instruction française à travers des politiques éducatives ciblées, donc la Kabylie a davantage bénéficié que d'autres régions, conjuguées à des phénomènes tels que l'émigration précoce, ont engendré de profondes transformations au sein des sociétés kabyles. Ces mutations ont favorisé, comme le souligne Omar Carlier, une véritable métamorphose de soi collectif, exposant les populations à des savoirs, des connaissances et des modes de vie
exogènes auxquels ces populations ont réagi de manière différenciée. Les savoirs sur le monde berbère diffusés par l'enseignement francophone, initialement liés au contrôle colonial, ont contribué à l'émergence d'une conscience berbère moderne et d'un renouveau identitaire. Les acquis linguistiques et anthropologiques ainsi que la valorisation de l'autochtonie nord-africaine et du passé pré-islamique ont été réappropriés par des intellectuels locaux, stimulant la production académique et littéraire. À ce regard, on peut distinguer, en suivant les analyses de Salem Chaker, deux principaux modes d'expression de cette conscience identitaire renouvelée. Oh, pardon. L'un culturel et littéraire et l'autre politique. Donc, sur les plans littéraires et culturels, la Kabylie a vu émerger des figures telles que Isarar Belaïd, Siam Marou Saïd Boulifa, Mouloud Feraoun et plus tard aussi Mouloud Mamri, mais il y a beaucoup d'autres. Des intellectuels de formation française qui ont consacré leurs travaux à la préservation, à l'étude et à la valorisation de la langue et de la littérature berbère. Sur le plan politique, cette conscience identitaire s'est manifestée dès les mouvements anticoloniaux. Face à un nationalisme algérien de plus en plus orienté vers une idéologie arabo-islamique exclusive, une tendance divergente a émergé, revendiquant l'intégration de la dimension linguistique et culturelle berbère dans la définition de la nation algérienne. Cette tendance, connue sous le nom des berbéro-nationalistes, fut portée par des personnalités telles que Hassan Ait Ahmed, Mohamed Idir Ait Amran, Rachid Ali Yahya, Sadiq Al-Jerez, Ali Aimesh et d'autres. Leurs positions variaient, certaines étaient plus radicales que d'autres, toutes ont pourtant contribué à porter la question de la langue et de l'identité berbère au sein du mouvement anticolonial algérien, dans un contexte où l'unité constituait déjà un pilier central fondamental de l'idéologie nationaliste. Il s'agissait toutefois d'une minorité qui ne parvint pas à s'imposer à l'époque. Au contraire, ses membres furent souvent marginalisés et réprimés, et dans certains cas, ils furent même physiquement éliminés. Donc, ce tableau constitue un peu un premier aperçu du contexte dans lequel émergent les revendications berbères et ce qui deviendra, à partir du printemps berbère, un véritable mouvement identitaire. Il s'agit nécessairement d'une reconstruction générale et très sélective, mais j'espère suffisante pour mettre en évidence, d'une part, l'émergence d'un intérêt croissant pour les spécificités culturelles berbères dès les premières décennies du XXe siècle, et d'autre part, un contexte politique fortement hostile aux expressions de la diversité culturelle, tant pendant la période anticoloniale, donc avant l'indépendance, et surtout après. La création de l'Académie berbère s'inscrit dans cette tension entre l'appartenance à la nation algérienne, qui pourtant à l'époque niait l'élément berbère, et une identification locale fondée sur des pratiques sociales et culturelles spécifiques. Et cette tension se manifeste également en exil, notamment en France, où vivaient déjà à l'époque de nombreuses communautés kabyles. Mohamed Arab Saoud, qui est un des fondateurs de l'Académie berbère et ancien officier de l'armée de libération anticoloniale algérienne, rappelle ainsi dans ses mémoires, dans son livre sur l'Académie berbère, la situation des communautés kabyles en France dans les années 60, donc juste avant la création de l'association. Il écrit: Si tu fréquentes les cafés tenus par des Kabyles, tu constateras avec effarement et tristesse qu'il n'y a plus de Kabyles a fortiori de Berbères, ne kunis ou Araben, c'est-à-dire nous sommes des Arabes, y entendons dire à longueur de journée. Et si par hasard tu tentais de rectifier, tu es immédiatement qualifié de diviseur. Il faut donc, avant de songer à toute action politique, nettoyer toute crasse que les FLN et le nasserisme ont déversé sur les cerveaux des nôtres,
au point de les abattre. En un mot, redonner à nos congénères la fierté que leur père cultivait jalousement. Ça sera sans doute long, mais ça en vaut la peine. Apprenons-leur surtout qu'ils ne sont ni des Romains ni des Arabes, mais des Imazighen, c'est-à-dire des hommes nobles, que l'Afrique du Nord ou Berbérie est leur seule et unique patrie, et que leur langue n'est pas un patois, mais donc ils doivent avoir honte. Ainsi, Bessaoud s'approprie l'idée de fonder une association culturelle, principalement pour sensibiliser les berbérophones à leur propre culture. Une action menée depuis la France, mais ciblant surtout les berbérophones. Selon les témoignages, des contacts furent établis avec des intellectuels en France comme le professeur Mohamed Harkoun, la chanteuse et poète, écrivante Taouza Mrouch et l'ancien officier Abdelkader Rahmani, et fut créée l'Académie berbère d'échange et de recherche culturelle à Berck ayant pour objectif, je cite son statut, de faire connaître la culture spécifiquement berbère, l'étude de la langue et de la civilisation berbère, cette grande et antique civilisation encore méconnue du grand public. Et ça, c'était la composition de son bureau. Les statuts de l'association furent déposés à la préfecture en août 1966, mais l'autorisation officielle à opérer ne fut accordée qu'en mars de l'année après, donc 7 mois plus tard. D'après les rapports du ministère de l'Intérieur, la BERC devait devenir une véritable académie, réunissant des chercheurs internationaux de toutes disciplines, produire une synthèse des connaissances sur les études berbères, inclure des membres tels que Germaine Tillon et Lionel Galland, qui étaient des professeurs de langue orientale, organiser des colloques et événements artistiques, publier une revue scientifique en langue berbère, produire une grammaire et un alphabet. L'objectif principal restait de prévenir la disparition du patrimoine berbère menacé par les politiques de l'État algérien. Rien de tout ça ne fut réalisé par la BERC, par cette association. Bientôt, une fracture interne opposa deux visions. Ceux qui souhaitaient conserver un caractère intellectuel, scientifique et élitiste, et ceux qui voulaient politiser l'association et mobiliser les populations berbérophones en masse, on peut dire, pour un réveil identitaire. Ne pouvant trouver un accord, ces dernières fondèrent une nouvelle association, l'Académie Agrau-Imazighen, dont les statuts furent déposés le 2 mai 1969 et un nouveau bureau fut créé. Si l'on compare les statuts des deux associations, les objectifs affichés sont similaires. Mais Agrau-Imazighen se distingue par les cotisations annuelles plus faibles, par réunions plus fréquentes et un conseil d'administration élargi. On passe à 40, jusqu'à 40 membres contre les 6 pour la BERC. Donc, cela suggère l'intention de favoriser vraiment une participation plus large. Euh, je présente maintenant quelques activités d'Agraoui Mazir et je tiens vraiment à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette reconstruction grâce à leurs témoignages et documents. Agroy Maziren fut très actif dès sa création. Donc, après un mois, selon les rapports de la police, elle avait environ 200 membres. Après 2 ans, environ 500. Les premiers travaux se concentrèrent sur la langue. Si aujourd'hui, en effet, la lettre Z est un symbole identitaire majeur, c'est en grande partie grâce à l'Académie berbère qui a développé un projet visant à récupérer et moderniser l'ancien alphabet berbère, le tifinagh, à l'époque utilisé seulement par les Touaregs. Mais cette décision ne fut pas immédiate. En fait, en janvier 1970,
une commission linguistique d'Agraoui Maziren s'est réunie pour élaborer un système d'écriture comme documenté par Marc Benet. Ici, c'est un brouillon des notes qui ont été prises pendant cette réunion. Et dans cette phase initiale, un alphabet latin était privilégié, jugé plus moderne et fonctionnel, alors que les tifinagh étaient considérés trop complexes et peu pratiques. Hmm? Oups, ok. Plus tard, grâce à la rencontre avec les ministres marocains Mahjoubi et Aherdan, selon les témoignages, les tifinagh furent réévalués comme instrument symbolique et politique, affirmant la profondeur historique de la civilisation berbère. Agraou développa ainsi une version adaptée à la phonétique kabyle, le néo-tifinagh, diffusée par la revue de l'Académie, dont on va parler, et par des cours de langue tenus dans les sièges de l'association. Ici, il y a quelques photos sur ça. Les tifinagh et ses lettres devinrent rapidement des symboles visuels du mouvement berbère pendant les années 80-90 déjà. Euh, Et paradoxalement, les néotifinagh aujourd'hui utilisés par les institutions officielles au Maroc et en Algérie s'inspirent de ces premiers efforts militants. Le travail sur la symbolique fut peut-être l'un des aspects les plus influents de l'Académie berbère. Matérialiser l'identité dans des objets symboliques, appropriables et circulants a permis d'étendre l'impact de l'association bien au-delà de Paris. Et le calendrier Amazigh s'inscrit un peu dans ces mêmes processus. L'idée est attribuée à Amar Negadi, militant chaoui, et ayant commencé à travailler sur le calendrier au sein d'Agraoui Maziren, et puis il a développé pendant les années 80 dans le cadre de sa propre association, l'Union du peuple amazigh. Les calendriers, comme on les calcule aujourd'hui, commencent en 950 avant Jésus-Christ, date symbolique de l'accession au trône de Sheshnak Ier, fondateur de la 22e dynastie égyptienne. Bien qu'il s'agisse d'une date conventionnelle et arbitrairement choisie, on peut dire, qui ne correspond pas nécessairement au calendrier agricole traditionnel berbère qui pourtant existe, et elle a une forte valeur symbolique, offrant au mouvement amazigh un repère temporel fédérateur et marquant, à tel point que Yennayer, comme on le calcule aujourd'hui, finit par être reconnu officiellement au Maroc et en Algérie comme fête nationale. Agrao publia aussi nombreux ouvrages. La revue mensuelle Imaziren à gauche, il y a le premier numéro, diffusait les savoirs sur les Amazirs, d'histoire, grammaire, donc travaux de langue, mais aussi culturels. Euh, Ces travaux n'étaient nécessairement pas académiques, mais ils étaient les premiers vraiment travaux publiés de manière, on peut dire, euh, diffusée sur les Amazirs. Il publie aussi des publications historiques comme les précis d'histoire berbère et plusieurs tracts, on peut dire brochures à contenu surtout politique et parfois très critique envers les régimes nord-africains. En France, ces écrits étaient distribués par les militants de l'association dans les cafés ou dans la rue. De plus, une partie de ces documents circulaient clandestinement en dehors de la France, atteignant notamment l'Algérie, transportés par des voyageurs de retour de France qui prenaient le risque d'être découverts par les autorités. Et c'était un risque parce qu'au cours des années 70, il y avait plusieurs arrestations pour possession du matériel de l'Académie berbère en Algérie. Euh, la participation aux activités internes dépendait de la disponibilité des membres de l'association qui étaient principalement des étudiants et des ouvriers. L'association organisait aussi des événements culturels, sociaux, notamment des galas, des musiques kabyles avec des artistes à l'époque très connus comme Slimane Azem. Ici, il y a quelques affiches.
Et ces événements rencontraient une forte opposition de la part d'acteurs algériens hostiles, surtout l'Amicale des Algériens d'Europe, qui était l'association culturelle, on peut dire officielle, de l'État algérien en France, mais aussi de la part des acteurs politiques algériens en France. Par exemple, l'Amicale a tenté de boycotter les premières galas, pas seulement les premières en réalité, en retirant les affiches et en exerçant des pressions et des menaces sur les artistes et les participants, et en perturbant physiquement même l'événement pour provoquer des désordres. Agrao produisait aussi des objets promotionnels comme des t-shirts. Ici à droite, il y a une photo de la carte membre. Et je rappelle aussi que l'association était autofinancière. Donc, elle reposait sur les cotisations des membres, les événements qu'elle organisait et des dons. Malgré cela, l'association souffrait de difficultés financières importantes qui l'amena à solliciter le soutien de la communauté kabyle en France, notamment auprès des commerçants et des particuliers disposant des moyens. Dans les années 70, Agraou, surtout avec Bessaoud, cherche à influencer l'opinion et la politique française. D'abord tournée vers les Berbères seulement, elle élargit ensuite son public via lettres, communiqués et contacts même internationaux. Avec le soutien des figures comme Jacques Benet, la cause de l'Académie est aussi relayée dans certaines institutions françaises, montrant la volonté de l'association de s'insérer dans un espace politique français aussi. À partir de 1973, ces positions se radicalisent, passant d'une critique culturelle à une opposition politique explicite envers le régime algérien, dénonçant la répression du régime, l'arabisation, les risques de génocide culturel. Cette radicalisation a coïncidé avec l'implication de certains membres dans des affaires judiciaires et des scandales nationaux. Certains sympathisants ont été liés à les fameuses affaires des poseurs de bombes, ternissant la réputation de l'association. À la fin des années 70, Bessaoud, figure centrale de l'association, a été condamné en France pour extorsion des fonds, ce qui beaucoup ont interprété comme une tentative de freiner les activités de l'Académie. Bien que Bessaoud n'a jamais purgé sa peine, s'étant réfugié en Angleterre, son absence a entraîné à partir de 1978 un déclin progressif des activités de l'association, sans pour autant la faire disparaître. Agrao, en effet, continua à publier certains numéros de journal, mais dans un contexte post-printemps berbère. Donc, les centres de la mobilisation identitaire s'étaient désormais déplacés en Afrique du Nord et Agrao Imazighen ne pouvait que soutenir ces revendications. Ici, par exemple, il y a une bande dessinée publiée dans la revue Imazighen de l'Académie dans les années 80 et porte le slogan Tamazir, langue nationale, qui est un slogan des printemps berbères déjà. Donc, pour conclure, inséré dans le contexte de la politique postcoloniale française, Agrao Imazighen opéra dans un environnement très peu favorable. Guidée par la réelle-politique et la protection des intérêts économiques et stratégiques, la France privilégiait le soutien au régime arabe et africain établi après l'indépendance, comme le montrent les travaux de Pierre Vermeren, laissant peu de place aux mouvements minoritaires comme celui des Berbères. Dans ce cadre, les tentatives de l'Académie berbère d'influencer la politique française restèrent largement marginales et peu efficaces. Cette marginalisation fut
encore renforcée par les politiques migratoires françaises de l'époque, qui considéraient les migrants principalement comme main-d'œuvre et déléguaient la gestion culturelle des immigrés aux États d'origine. Donc, on imagine l'Algérie s'occuper, à travers les associations culturelles, de la prise en charge culturelle de ses propres immigrés en France. Et ça a contribué à affaiblir et aussi à défavoriser les voix dissidentes d'un point de vue politique. Malgré tout, l'Académie joua un rôle fondamental dans la mobilisation des bases et la promotion d'une nouvelle identité amazigh en France comme à l'étranger, tout en restant souvent négligé par l'historiographie et aussi marginal dans la mémoire collective, au-delà on peut dire, de la Kabylie ou des cercles militants. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et je suis disponible si vous avez des questions, des curiosités. Merci beaucoup, Alicia. C'est très intéressant comme de nous ramener enfin, 60 ans en arrière et nous Oui. raconter cette histoire de l'Académie berbère. Et puis, qu'est-ce que c'est important aussi de savoir, de la transmettre aujourd'hui aux jeunes Amazirs et à tous ceux qui se sentent attachés et profondément Amazirs dans le XXIe siècle, Alicia. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Ce que je disais tout à l'heure, je vais les relayer. Donc, s'il y a des questions sur cette thématique, moi, je vais les relayer. Merci de les envoyer dans le chat. En attendant, Alicia, que les questions nous arrivent de la part de nos amis qui nous regardent. euh, j'aimerais rebondir sur le contexte Mhm. que tu disais qui n'était pas du tout favorable, le contexte où elle a été créée, l'Académie berbère, tu disais qu'il n'était pas du tout favorable, c'était très difficile, complexe, et ça doit être très difficile pour les membres fondateurs et même après ceux qui ont rejoint l'Académie berbère parce qu'on était dans un contexte historique où le fait berbère était nié Mhm. et, et puis, moi, j'aimerais que tu nous parles sur les hommes et les femmes qui ont vraiment été là pour la création de l'Académie. Il y avait un pilier qu'on connaît tous, c'est Bissaoud Mhm. Mohamed Darab. Et je t'ai écouté, tu disais qu'au début, l'Académie, elle avait un caractère scientifique Mhm. universitaires, des gens qui ont fait des grandes études, c'était des intellectuels. Et puis après, ils se sont retirés. Bah, on aimerait bien savoir c'était quoi le contexte, pourquoi. Et c'était des ouvriers ou des regroupements de travailleurs qui ont pris le relais, qui faisaient ce travail d'éveil et aussi de distribuer toutes les revues qui étaient éditées à cette époque-là. Oui, merci. Alors, oui, c'est ce que j'ai remarqué en lisant un peu la documentation qui est disponible sur l'Académie berbère, je veux dire, passage, même si à un certain moment les deux académies coexistaient, mais ça m'a semblé un peu qu'il y avait une sorte de divergence entre une vision plus intellectuelle, plus culturelle, moins politisée de l'académie et c'était le moment où elle était représentée par des intellectuels. euh, Comme je disais, Mohamed Harkoun, c'était un professeur islamologue
Et Tao Sambrouche aussi était présente et Abdelkader Rahmani qui était le président de la BERC, de cette première association. Donc, il était premièrement concerné par les activités de elle-même. Moi, je pense qu'il y avait une sorte de conflit. Et parce que si on regarde comment l'Académie berbère a devenu dans sa forme d'agro-imagine, c'était vraiment Mm. très populaire. Dans les documents de la police, j'ai même lu que un des membres de cette, on peut dire, groupe dissident qui a après Mhm. allé à former l'Académie berbère agro-imagine voulait créer une autre académie et l'appelant Académie populaire. Donc, il y a cet aspect de vouloir populariser hum, les savoirs sur les Amazirs, mais surtout, ils étaient intéressés à un réveil identitaire, d'une forme politique aussi, parce que d'ailleurs, Bessaoud aussi, il avait écrit dans ces années des livres très critiques, même envers l'action de force socialiste d'Aït Ahmed, donc il y avait un intérêt sur ça. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. En fait, j'ai cherché un peu, surtout dans Agra et Mazir, c'était vraiment une histoire surtout d'hommes. Mais je pense aussi que c'est à cause du contexte. Vraiment, la Agra et Mazir, c'était euh, c'était une association où participaient les étudiants qui venaient souvent de l'Algérie à étudier en France. À l'époque, il y avait des migrations, on peut dire, plus faciles. Ce que j'ai beaucoup aimé était de savoir que des personnes qui venaient d'immigrer allaient tout de suite chercher l'Académie berbère. Donc, ils avaient déjà connu l'Académie berbère en Algérie. Donc, c'est ça, c'est une affaire vraiment des ouvriers et des étudiants qui n'avaient pas beaucoup de temps. Donc, c'était surtout dans les week-ends que l'association était active. Et, et c'était dans un contexte où il fallait vraiment recommencer de zéro. Les seuls, on peut dire, pour construire des savoirs renouvelés sur les Berbères, sur ces populations, il n'y avait pas beaucoup de références. Donc, les seules références, on peut dire, c'était de l'époque coloniale, que c'était pas vraiment les meilleures références. Donc là, on fait vraiment un travail difficile avec très peu de moyens. Et Très bien, je sais pas si... merci. Oui, oui, non, non, mais c'est clair, c'est clair. Aussi, J'ai, pardonne-moi si je me permets d'ajouter que ça me fait aussi plaisir si quelqu'un a des remarques ou des expériences personnelles liées à cette association. Ça me fait plaisir d'écouter ça. Et donc, n'hésitez pas, je suis très contente d'avoir des retours. d'accord. Oui, oui, en tout cas, moi, si j'ai des retours, des interactions dans le chat, Ah, on va les d'accord. partager parce que ça enrichit aussi le débat. Alors, la première question, je pense que ça doit être un jeune Amazir. La question est, il te demande quel livre peux-tu nous conseiller pour s'informer sur l'histoire de l'Académie berbère? D'accord, alors j'ai mis à la fin je sais pas si c'est clair parce que c'est beaucoup de références, c'est très petit, mais alors il y a les mémoires de Bessaoud même, donc il a écrit en 2000, je pense, un livre qui s'appelle Des petits gens pour une grande cause ou l'histoire de l'Académie berbère, ça de Bessaoud, sur Mm. ses mémoires à lui. Après, il y a les travaux académiques. Donc, il y a une académicienne qui s'appelle Karima Diresh. Elle a écrit dans le cadre de son doctorat l'histoire de
une histoire sur l'immigration kabyle et elle dédie beaucoup de, bon, une partie à l'activité culturelle berbère, dont aussi elle dédie un espace à l'Académie berbère. Après, il Mm, y a ce que je pense aussi c'est intéressant, les travaux d'Alan Mahé, ce sont mm. intéressants aussi pour comprendre les mouvements identitaires berbères, même s'il dédie peu d'espace à l'académie, mais ça, c'est intéressant. Alan Mahé a écrit un grand livre qui s'appelle L'histoire de la Grande Kabylie. Et si vous voulez, je peux même partager, je sais pas comment, mais je peux le laisser à Gigi ou peut-être par email certaines Mm. notes, bon, références bibliographiques pour On peut, approfondir. oui, on peut les mettre dans le, vous savez, sur le fil d'actualité Oui, très bien. de soit de la chaîne YouTube ou de la page Facebook de European Amazigh University. J'ai une autre question, Alicia. C'est notre amie Mehdi Mana qui dit bonsoir Alicia, bonsoir Jaya. L'action menée par l'Académie et Agraou et Mazéron, révolutionnaire et courageuse. Ma question est la suivante. Est-il possible de créer de nouveau un mouvement similaire à l'Agraou et Mazéron? Si oui, à quoi doit-on s'attendre de la part des gouvernements français et algériens? Ok. Alors, Mm. personnellement, je pense que les États ont entrepris une sorte de une manière de, comment dire, euh, faire la paix avec la question berbère qui ont réprimé pendant plusieurs années. Et surtout, les Maroc et l'Algérie le font d'une manière un peu différente. Le Maroc est plus clair, il est en train de nationaliser la question amazigh et essaye de donner des références de l'État pour tout le monde. On le voit dans l'instruction, par exemple, dans l'éducation, euh, il y a l'enseignement qui vient de l'État. Donc, il y a plusieurs institutions qui sont dédiées à la standardisation de la masure. Donc, ils essayent de créer des formes standardisées pour laisser moins, on peut dire, de l'espace au local. Bon, À la culture. oui. Aux vrais acteurs de la culture amazigh. Oui, pour homogénéiser aussi, pour vraiment faire de la culture amazigh une culture qui fait partie de l'État. Ça ne veut pas dire que ça marche bien. Il y a beaucoup de fautes, on peut dire beaucoup des choses qui ne marchent pas, surtout dans l'enseignement. Il y a des problèmes. Donc ça, c'est un peu le modèle marocain de homogénéiser, standardiser et nationaliser. L'Algérie, c'est un peu différent. Elle a essayé aussi avec des institutions comme le commissariat à la majorité, mais ça me Mm. semble personnellement que algérien a plutôt répondu à les demandes qui ont toujours venu de la société. Et donc là, cette dynamique n'a jamais été une proposition de l'État algérien de prendre soin de ses amazirs. Et c'est très difficile aussi, c'est très difficile la situation en Algérie euh, d'un point de vue d'expression des opinions différentes on peut dire, Ah, des lectures de l'État. ok. Alors, si enfin, durant les 10 années, la décennie qu'elle a, enfin, c'était le temps de vie de l'Académie berbère parce qu'après, elle a été dissoute. Euh, comment les gouvernements hein, ont géré la question de l'Académie berbère, sachant qu'elle était là
dans la diaspora, comment les gouvernements postcoloniaux ont géré cette question-là. Mm. Alors, c'est très difficile de reconstruire ça d'un point de vue historique. J'ai pas arrivé à avoir la perspective de l'État algérien parce que j'ai pas fait de terrain en Algérie. Mais par exemple, si je vois les activités Non, de la mais ici, hein, on Ah, parle ici bien en pour le France, ok. contexte ici, en France. Mais même en France, l'amicale des Algériens d'Europe, qui était l'ennemi, on peut dire, de l'Académie berbère, essayait de ne jamais faire référence à l'Académie berbère de manière directe. Et, donc, il y a vraiment euh, une tentative de ne pas mentionner l'affaire du tout ou de les mélanger avec, on peut dire, des autres, de généraliser des menaces qui sont pas très claires, mais on peut comprendre qu'on se réfère à la question, les, les activistes berbères aussi. La France, en effet, elle n'a pas réagi du tout. L'Académie berbère a essayé de contacter quelques personnalités politiques françaises de l'époque, euh, Mhm, mais n'a jamais reçu une réponse positive. Et soit directement, donc à travers Bessaoud, par exemple, qui écrivait des lettres au ministre, soit à travers la figure de Jacques Benet qui essayait, comme il était dans l'administration, on peut dire, dans l'autre administration, essayait d'utiliser ses contacts pour, en faveur de l'Académie berbère. Par exemple, il a essayé de faire avoir à l'Académie berbère des financements publics. Elle n'a pas arrivé. Donc, la mhm, France n'a pas répondu de manière mhm. du Le- tout. nous sommes d'accord, Alicia, que l'Académie berbère et ses acteurs ont réussi durant cette décennie-là à redonner la fierté aux Berbères, aux Amazirs, à leur langue, à leur civilisation. Il y a eu beaucoup de créations littéraires et beaucoup de textes, beaucoup on va dire, de romans, de recherches ont vu le jour durant cette décennie-là. Si on revient sur quelques événements historiques durant tout le travail de l'Académie berbère, vous avez dit que le drapeau, c'était l'histoire de Hamam Megadi, qui est Le à calendrier. l'initiative du calendrier berbère. Mhm. Et que peut-on dire du drapeau? Certains Mhm. disent que c'est le drapeau, c'est l'Académie berbère qui l'a fait. D'autres disent non. Est-ce qu'il y a des archives, des traces écrites qui peuvent nous éclairer sur cette question? Mhm. Malheureusement, non. Alors, moi, j'ai pas trouvé des références dans les archives ou dans les documents que j'ai pu collecter jusqu'à maintenant. Les seules références sont orales ou on parle des témoignages. Donc, Bessaoud, dans ses mémoires, parle de ce projet de drapeau et parle du fait qu'il y avait des ouvriers qui avaient acheté un exemplaire du drapeau pendant l'époque de l'Académie berbère. Et il construit une histoire sur les drapeaux. Mais ça, ce sont les témoignages de Bessaoud. Après, il y a certains autres témoignages. Par exemple, quelques témoins affirment que c'était toujours dans le cadre de l'Académie berbère, mais pas Bessaoud, c'était plutôt Amar Naroun qui a eu l'idée de reprendre les couleurs pour les drapeaux d'une ancienne peinture. Mhm. Et, et il y a aussi plus récemment des témoignages de personnes qui s'appropriaient de l'idée d'avoir inventé
le drapeau. Bon, moi, malheureusement, j'ai pas arrivé à avoir documentation euh, assez suffisante pour dire qu'est-ce que se passe. Mais la mémoire collective rappelle l'Académie berbère sur ça. Donc, il faut aussi comprendre qu'à l'époque, faire bon, manifester un drapeau euh, pouvait aussi être un grand problème, une action d'une valeur très forte. Mm. Oui, très bien. Alicia, Bissaoud Mohanda Alav, c'est l'un des piliers, des membres fondateurs de l'Académie berbère. Et dans son livre, témoignage sur l'Académie berbère, sur le travail qu'elle a fait, les écueils, tout le contexte aussi de l'époque, il a parlé d'un ami des Berbères et c'était aussi son ami. Il disait que c'était grâce à lui que beaucoup de choses sont devenues possibles. Euh, c'est Jacques Benet. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire qui est Jacques Benet, qu'est-ce qu'il a fait pour les Berbères? Oui, alors Jacques Benet était une personne qui travaillait dans l'haute administration française. Il avait travaillé pendant l'époque coloniale jusqu'à 62. En Afrique du Nord, il s'occupait de planification de développement. En tout cas, il a fait la connaissance de Bessaoud et d'ailleurs, selon Bessaoud, mais aussi selon le fils de Jacques Benet, Marc Benet, qui a écrit récemment un livre sur, ses mémoires, sur les mémoires de son père, il y avait cette amitié très forte entre les deux. Et moi, ce que je peux dire sur Jacques Benet, c'est que, en effet, il y a des documents qui documentent témoignent qu'ils ils étaient mobilisés, Jacques Benet était mobilisé en faveur de l'Académie berbère et de sa cause, donc en faveur même de Bessaoud comme personne, quand il avait Mm, de problèmes judiciaires, par exemple. Il a mobilisé ses contacts plusieurs fois en faveur de Bessaoud et l'Académie berbère. Et il avait toute une pensée, il liait l'action de l'Académie berbère, donc qu'il appelait la Renaissance berbère, à une action positive et dans une sorte de vision anti-soviétique pour le Maghreb. Marc Benet était, je pense, comme Bessaoud, un peu anti-soviétique. À l'époque, l'Algérie était, le régime algérien était proche de cette, on peut dire, région, de cette aussi régime soviétique. Et c'est dans ces cadres que j'ai vu que Jacques Benet soutenait l'Académie berbère comme contre-pouvoir pour éviter que l'Algérie devienne une région soviétique sous l'influence soviétique et que l'Algérie donc je peux dire, s'éloigne de la France. mm. Voilà. Alors, Alicia, est-ce que tu peux nous parler comment elle a été dissoute, l'Académie berbère? Voilà, le contexte de sa dissolution. Oui, bon, j'ai parlé un peu pendant mon intervention du fait qu'il y avait vraiment euh, euh, plusieurs Raison? il y avait si plusieurs raisons, on peut dire. D'une partie, on avait d'une part, il y avait les conséquences de ce qui euh,
ce qui est arrivé à Bessaoud. Donc, Bessaoud a été emprisonné pendant une période et après, Pourquoi il a été emprisonné, Alicia? Quel était... parce que pour extorsion des fonds. Donc, il a été, il y avait, bon, hein, même ici, il y a des récits et il n'y a pas une seule vérité, version? mais on peut dire, et c'était le contexte où donc, l'Académie berbère demandait des fonds et on peut dire, aide financière surtout aux commerçants kabyles résidant en France. Et pendant cette période, il y avait bon, un jour, ce qui est aussi Bessaoud dit, il portait un pistolet et il était allé à demander des fonds à certains commerçants kabyles et ce commerçant kabyle a fait, on peut dire, c'est, euh, a appelé la police. En tout cas, Bessaoud a été découvert avec une arme et aussi dans il a été impliqué dans une affaire d'extorsion de fonds. Donc, l'accusation, c'était que Bessaoud essayait d'avoir des fonds et menaçant les personnes avec des armes. Et, euh, et donc, il a été, on peut dire, arrêté, garde à vue pendant des mois et après il est sorti de prison mais après quelques temps il a été condamné mais lui était déjà parti vers les Royaumes-Unis. Donc l'absence physique de Bessaoud c'est une des raisons majeures je pense parce que c'était vraiment un peu la personnalité la plus active. Et Hmm. après aussi, beaucoup de militantes pendant les années 70, comme l'académie était vraiment politisée, était aussi impliquée dans des affaires euh, judiciaires graves. Beaucoup de militants ont même sorti de Elle avait l'académie. beaucoup d'ennemis, hein. Elle avait beaucoup d'ennemis et elle avait des conflits internes, que c'est tout à fait normal quand il y a plusieurs personnes qui ont des perspectives différentes. Donc, pendant les années 70, beaucoup de militants ont laissé l'Académie berbère. Quelqu'un a même choisi un autre parcours, par exemple en créant et rejoignant les Hmm. groupes d'études berbères, les travaux académiques sur la culture et la langue berbère. Donc l'Académie euh, était a devenu une association très politisée, très Selon vous, ouvertement. ouais, selon vous, Alicia, avec tous ces problèmes-là, elle était attaquée de partout, avec des conflits internes, bien sûr. Comment expliquez-vous qu'elle ait tenu 10 ans dans un contexte aussi compliqué et complexe? La longévité, voilà, 10 ans, une décennie. Euh, ma, je pense avec les efforts des militants. Il y avait plusieurs militants qui ont vraiment milité de manière très sérieuse dans l'Académie berbère. Et, Est-ce qu'on peut et citer quelques-uns si vous avez trouvé, en tout cas dans vos recherches, dans vos... deux militants. Hmm. euh, alors, moi, je préfère ne pas citer des personnes qui sont toujours vivantes parce que je sais pas, je veux pas. Mais parce que moi, les personnes que je connais, elles sont, on peut dire, au-delà de Bessaoud, Comment? sont des militants euh, qui j'ai connus et qui ont participé à le projet de l'Académie berbère pendant quelques périodes, quelques temps restricts, on peut dire, Hmm. et, mais sont des militants normaux, on peut dire. Oui, ok. Oui, Oui, donc je qui était comprends. là bon, Hmm. Dans après. tout le monde, c'est vrai que beaucoup connaissent Bissaoud Mohamed Daraf, mais il y en avait
Il y avait aussi beaucoup d'autres qui Il y avait pour oui. exemple une personne qui est très... il y avait par exemple comment ça s'appelle? Pharmaciennes, Saïda Hanouz, a financé l'Académie berbère. C'est même grâce à lui et à des autres personnes qui avaient les moyens que l'Académie peut-être vraiment a vécu et a survécu pendant 10 années presque. Oui. Hanouz, il y avait même Amar Naroun, c'est une personnalité Mm. particulière. Oui, oui, bien sûr. Je je vous pose la question parce que c'est important de connaître tous Mhm. ces personnages-là. J'ai deux questions, Alicia. Alors, une question concerne les archives ou des témoignages, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi tous Mhm. ces hommes-là et ces femmes-là, les militants qui ont fait l'Académie berbère, ils n'ont pas laissé de témoignages, mis à part Pissaoud Mohamed Araf. Alors, la question de Jihan, je crois qu'il la pose. Qu'est-ce que vous avez retrouvé? Ah oui. Est-ce que vous avez retrouvé des survivants? Je pense, et j'imagine un reportage avec des interviews ou des images pour rendre ce travail encore plus accessible. Si j'ai pensé à un reportage, Hmm. euh, Non, je pense qu'elle pose la question, est-ce qu'il y a ah, des témoignages sous forme de reportage ou sous forme mhm. d'écrits, de Ok. livres? Euh, voilà. Alors, c'était pour moi un peu difficile d'amener ce travail de recherche parce que les documents sont dispersés. Il y a plusieurs, on peut dire, sites d'archives que j'ai visités et pas. C'était, voilà, on peut dire, Il n'y a c'était pas une beaucoup affaire de... aussi de Hmm. cibler les personnes, donc de faire une recherche vraiment sur les personnes Mhm. impliquées. Et c'était une affaire de aussi réseau, donc j'ai compris que c'était il m'a aidé beaucoup de suivre les connaissances des personnes, les liaisons entre les personnes, donc les connexions interpersonnelles, même dans les archives. Après, il n'y a pas beaucoup des archives déjà. Et, il y a des archives qui sont toujours fermées parce que ce sont des écrits de l'État. Euh, et encore, je pense que c'est toujours fermé. Et après, j'ai connu quelques militants qui sont toujours vivants et c'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai pu parler de l'Académie berbère aujourd'hui. J'ai fait un peu de recherches, on peut dire d'archives et aussi des discussions et des collectes de données grâce à travers des militants qui sont toujours vivants et qui ont accepté de parler avec moi. Mais je pense qu'il y a beaucoup, on peut dire, le plus intéressant, ça serait très bien de reconstruire bien l'histoire de l'Académie berbère en mettant Mhm. ensemble tous les documents disponibles. D'ailleurs, il y avait une sorte de projet de faire ça à travers une association en France qui s'appelle les Amis de l'Académie berbère, mais elle n'a pas arrivé encore à opérer d'une manière sérieuse et elle n'a pas encore arrivé à Mhm. son but de D'accord. collecter les archives. Et il y D'accord. a là, je termine, là, il n'y a pas de reportage vraiment, il y a des entretiens que Berber Television a fait à des militants ou à des personnalités qui ont été liées à l'Académie berbère. Et je pense il y a un projet de documentaire qui est en cours sur l'Académie berbère. Mais Mhm. très intéressant, il y a je pense, un intérêt croissant envers l'Académie berbère dans les cadres académiques.
en Europe et aussi en Algérie, parce qu'il il y a quelques personnes qui ont travaillé, des étudiants qui ont travaillé sur l'Académie berbère récemment. Donc, Mhm. l'Académie berbère a encore une mémoire, on peut dire même. À transmettre, à Oui, raconter. oui, exactement. Ok. Alicia, tu as précisé dans ta présentation que tout ce qu'elle faisait, l'Académie berbère ici en France, et ils ont réussi à envoyer beaucoup de revues, tu disais, avec des personnes qui voyageaient discrètement, clandestinement, à envoyer des revues au-delà, de l'autre côté de la Méditerranée. Ça veut dire que il y a eu un écho de l'Académie berbère de l'autre côté de la Méditerranée, en Kabylie. Est-ce que, selon vous, le printemps berbère aurait eu lieu sans le travail et l'existence de l'Académie berbère? Ben, c'est difficile à dire, mais la chose. Alors, il y avait en même temps, donc parallèlement peut dire, à l'expérience de l'Académie berbère, aussi une prise de conscience et des mobilisations, on peut dire, plus euh, petite en Kabylie. Donc, c'est pas que l'Académie berbère a été le seul acteur qui était sensibilisé ou qui a amené tout le travail. Mais c'est sûr que elle a eu un impact très grand et, et même à la fois à travers ces publication parce que c'était vraiment la première fois qu'on voyait publier une revue avec des savoirs seulement liés à la civilisation amazigh, avec beaucoup d'informations sur l'histoire amazigh et avec les Tifinagh euh, les néo-Tifinagh. Donc, elle a eu un impact énorme. Je pense qu'il n'y avait même pas une idée très claire de qu'est-ce que c'était l'Académie berbère de l'Algérie, du Maroc, des pays de l'Afrique du Nord, jusqu'à quand les personnes n'ont pas connu de manière directe qu'est-ce que c'était qui est derrière l'Académie berbère. Mais elle a eu un impact énorme, fondamental, c'est sûr. Et grâce à ce travail symbolique surtout, grâce vraiment, les militants de l'Académie berbère ont vraiment compris que l'apport symbolique était très important pour lier des personnes qui sont très différentes, même linguistiquement, un peu différents, même si il y a une unité, on peut dire, linguistique de base. Mm. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens Mm. de communication comme maintenant, mais les gens voyageaient, mais c'était un travail d'éveil et de conscientisation sur la culture. Je vais te lire une dernière question, Mhm. Alicia, parce que le temps passe vite, file, avant de clôturer notre échange et notre conférence. Donc D'accord. là, c'est midi, c'est un étudiant en archéologie. Il se pose la question quel rôle il peut jouer, lui, dans ce travail de mémoire, de transmission, mais aussi de continuité Mm. culturelle. Alors, et je vous lis la question. Euh, Le 19e, le 21e siècle fut marqué par une récupération urgente du patrimoine linguistique berbère. Je voulais savoir à quel point la récupération du patrimoine archéologique libico-berbère, dans un cadre officiellement académique, pourrait, qu'est-ce qu'il pourrait changer les choses Mm. en bien pour le mouvement amazigh. Je ne sais pas Mm. si vous voulez que je relise. Non, ou- non, je la vois aussi dans la chat. C'était une belle question. Alors,
Euh, je sais pas, je peux dire que le passé, le fait qu'il a existé une civilisation berbère, il y a des traces, on peut dire l'existence de cette civilisation est désormais reconnue, on peut dire. Il n'y a pas aussi grâce à le travail scientifique et surtout archéologique. euh, qui a été fait. Donc, il n'y a pas vraiment euh, cette existence n'est pas niée désormais. Mais c'est toujours important, peut dire, prendre soin de ce patrimoine. Pas seulement trouver des autres preuves de l'existence de la civilisation berbère, mais aussi on doit se poser la question comment en prendre soin, comment les protéger, comment l'insérer euh, voilà, dans un cadre de valorisation. Et ça, c'est la défi, je pense, euh, des États-nations nord-africaines, parce que chaque État, après, euh, a ses propres manières de prendre soin de son patrimoine. Il y a, je pense, des pays qui ont des moyens et qui veulent investir plus et des pays qui veulent investir moins. Moi, j'ai été très touchée par les interventions que j'écoutais dans des autres contextes d'une académicienne qui s'appelle Jorge Pintado et c'est un archéologue, je pense. Elle fait des interventions très intéressantes. J'espère que tu le connais ou que tu peux te mettre en contact avec lui parce qu'il est vraiment intéressant euh, et je pense donc qu'il faut vraiment travailler sur cet aspect de valorisation oui, de Du patrimoine. promotion du patrimoine. Mm. Très bien. Merci beaucoup, Alicia. Juste pour conclure, qu'est-ce que enfin, selon vous, aujourd'hui, la continuité du travail qu'elle a initié, qu'elle a fait, que l'Académie berbère a accompli, là, aujourd'hui, au XXIe siècle, quelles sont, quelle était la continuité qui peut se faire? Enfin, dans le cadre des associations, dans la transmission culturelle, mais aussi de la mémoire. Sur, pour valoriser Bon. l'Académie berbère. Non, non, mais continuer le travail. Mm. Ah, Aujourd'hui, ce sont les associations mhm, comme la CBF, mhm, le Réseau culturel franco-berbère, qui continuent aussi à faire ce travail mhm, de rendre la culture, enfin, de faire mhm. vivre la culture, mais aussi Oui. la transmission culturelle. Elle Mhm. se fait moins dans les familles, mais dans les Oui. associations. Bon, moi, je parle d'une position extérieure comme académicienne, on peut dire aussi personne curieuse qui a connu les valeurs de la culture berbère pendant mon parcours. Et si j'ai compris une chose, après, je dis que tu peux me dire si je me trompe, mais ce qui a toujours caractérisé le monde berbère, c'est sa capacité de toujours se réinventer et toujours s'adapter à de nouvelles conditions qui sont historiquement, on a vu dans l'Afrique du Nord, il y avait plusieurs civilisations qui ont passé, plusieurs traces culturelles, d'écriture, des religions linguistiques ont été laissées, mais en dépit de ça, il y a toujours une culture berbère très vivante et très,
qui se reproduit continuellement. Et moi, je pense que c'est un peu un esprit très, très intéressant qui peut être utile pour penser à euh, c'est quoi, on peut dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, il faudrait comprendre les défis et il faudrait qu'on se regarde derrière, donc dans la tradition, dans les pratiques culturelles et voir comment on peut réagir. Donc, je pense que ça, c'est très intéressant. Même les travaux des associations, c'est hyper intéressant, mais le travail académique, il y a plus maintenant, je pense que il y a même un intérêt croissant envers la question berbère. Et même s'il n'y a pas vraiment encore toujours une prise en charge de la partie de l'État de la question, euh, Mhm. on doit continuer, non, à faire un peu des pressions sur ça pour que les gens peuvent vivre leur propre un peu de l'identité de manière tranquille. Très bien. Merci Alicia pour ta présentation, merci pour cet Merci à vous. échange et merci aussi pour de nous avoir éclairés sur l'histoire de l'Académie berbère. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui sont restés pour participer à cette conférence, qui est la première conférence d'une série là, de conférences qu'on a préparées pour ce mois d'avril de la commémoration du printemps berbère. Donc, il y a d'autres conférences qui vont suivre tous les vendredis du mois finalement. Donc la prochaine, ça sera avec Mohamed Dakhli Salhi, lui qui va nous parler, un enseignant, un universitaire aussi, qui va nous parler de l'apport de la diaspora dans la dynamique littéraire amazigh, kabyle. Et donc, il y aura aussi la conférence de Shabha bin Matouk, elle qui va nous parler sur l'apport la présence du printemps berbère dans la création romanesque de ces 10 dernières années. Merci aussi de votre attention. On est nerfs mirs. تمليتي ذوك ساري نظام بس الجماعة دي تدون تنميرث. Merci Alicia. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.